pour vous apporter ma perspective, pour vous expliquer pourquoi il sera difficile de faire la même chose que nous avons fait par le passé. Et ça nous empêchera en fait en quelque sorte de voir les nouveautés. Cette diapositive vous montre une vue d'ensemble très utile du processus. Alors, lors du cycle précédent, les données récoltées, la récolte des données a eu lieu dans les différents pays à peu près au même moment et à la même rapidité, environ en 12 mois. L'un des grands changements qui a été introduit à Genève a été de créer un système différent, soit un système basé sur les pays. Donc, nous avons des pays qui fournissent des données en un an, d'autres pays qui fournissent des données une autre année. Donc, tout le processus de suivi, à la place d'être fait une année spécifique, sera réparti sur différentes années. Donc, c'est un défi supplémentaire, en fait, auquel nous faisons face. Et je me souviens qu'au sein du POD, on débattait de ce problème. Quel genre de réaction le POD devrait avoir? Quelles observations nous devrions avoir face à ce nouveau système de récolte de données dans les pays? Donc, une inquiétude que nous avons soulevée, c'est que ce processus réparti sur différentes années rendra la tâche plus difficile pour les équipes d'organisation, puisque si cette étape est répartie sur 4 ans, par exemple, ce sera plus difficile, plus demandant, plus exigeant. Nous devrons nous baser sur nos propres ressources au lieu de nous baser sur des ressources externes également. Et récolter toutes ces données sera donc beaucoup plus difficile puisqu'il faut maintenir cette tâche pendant non pas quelques mois, mais pendant 4 ans. Ce sera un grand défi et c'est la raison pour laquelle ce sera très difficile pour nous de copier ce que nous avons fait les autres années. Alors, ce que nous avons ici, je peux le résumer. En fonction du système actuel, la collecte des données se tiendra sur 4 ans et la quatrième année se concentrera sur donc la collecte et également la revue des données. J'aimerais mentionner ici que nous nous concentrerons sur un rapport final et un rapport final complet, puisque nous voulons vraiment avoir une vue d'ensemble, une vue globale qui nous permettrait de voir les tendances à travers les différents pays et à travers les cycles de suivi. Il y a eu des discussions concernant le risque qu'un seul rapport ne serait même pas enclenché. Aujourd'hui, nous savons que ce sera le cas. Mais commençons avec le premier slide que nous avons pour cette session. Je pense que vous êtes tous familiarisés avec le sujet, donc nous ne devons pas forcément passer trop de temps avec le processus de suivi, mais rappelons que le suivi concerne la collecte de données, la revue de données et la discussion concernant ces données. Il ne s'agit donc pas uniquement de récolte de faits systématiques. Et dans ce cas-ci, le suivi permettrait de répondre à certains indicateurs. Donc, le suivi n'est pas une collecte
de données uniquement, mais c'est un cadre global qui répond à certaines étapes. Et le suivi, finalement, ce n'est pas un suivi pour le plaisir du suivi et du recueil de données et d'informations. Non, l'objectif, c'est d'étayer, en fait, d'étayer les choses pour un narratif, pour un changement. Mais c'est Matt qui le disait, notamment lors de la session précédente, c'est que des changements de comportement peut-être n'ont pas été aussi visibles alors qu'ils font peut-être ou devraient faire partie de ce processus. Ce qui me permet alors de peut-être vous faire part d'une réflexion un peu plus générale et qui concerne l'un des grands messages de Busan. Je l'appelle le mantra de Busan, qui visait à mettre en place un processus guidé par les pays. Et on disait que ce soit sur le pays et que ce soit moins au niveau mondial. Donc ce processus de suivi depuis Paris jusqu'à Busan, c'était plutôt l'opposé, le contraire. C'était très lourd au niveau mondial et très léger au niveau des pays. Au niveau des pays, au niveau local. Donc, là, c'est la situation dans laquelle on se trouve maintenant, qui est un peu l'héritage finalement de cette approche. Et en tant qu'OSC, on peut très difficilement faire opposition à ce principe parce que ce principe de suivi, finalement, doit être clairement aligné sur les systèmes des pays. C'est vraiment l'essence même de cette conversation que les pays ne se fassent pas enfuir sous de la bureaucratie supplémentaire visant à donner davantage d'informations pour alimenter le processus. Tout semble parfait, on peut très difficilement dire non en tant qu'OSC, mais l'inconvénient de tout cela, c'est que les bailleurs de fonds, c'est que les donateurs, ils s'en sortent. Et sur les 10 dernières années, voire plus, il n'y a pas vraiment eu de reporting très efficace sur le comportement des donateurs, sur le comportement des donateurs, des bailleurs de fonds. Et donc, nous devons garder à l'esprit que ces tendances, on doit garder à l'esprit ces tendances quand on évalue vraiment le processus de suivi. Alors, si on se demande si un changement de comportement est généré ou produit par cet exercice de suivi, eh bien, il faut placer les choses sur une longue période et on s'est rendu compte que sur les 10 dernières années, on n'a pas eu vraiment de données sur la manière dont les donateurs se sont comportés. Au cours des dernières années aussi, on peut dire que quelques annexes ont été intégrées portant sur les bailleurs de fonds, mais pas vraiment très complètes. Et dans le nouveau système, finalement, on prend en considération, on prend en compte ces questions. Et c'est l'une des choses que les OSC ont notamment revendiqué très clairement sur les dernières années. Alors on verra si oui ou non cette promesse sera tenue. Mais là, pour l'instant, disons-nous que dans le processus de suivi, on peut dire que dans le processus de suivi, il y a eu des améliorations et d'autres éléments qui se sont plutôt affaiblis, qui sont un petit peu moins forts. Revoici la ligne du temps avec les différents repères temporels que vous avez vus déjà précédemment dans la présentation précédente. Le nombre de pays, notamment, sont 50 maintenant.
53, en fait, 53 pays maintenant qui se sont engagés à participer à ce quatrième cycle de suivi. Et une autre manière de visualiser à nouveau le processus de suivi au niveau mondial. Comme vous le voyez, c'est simple, hein. Les différentes étapes, le recueil de données aura lieu maintenant de 2023 à 2025 avec pour but la publication du rapport de suivi global en 2026. Le rapport précédent date de 2018-2019, ne l'oublions pas. Et donc ce rapport va couvrir une période d'environ 10 ans. C'est un écart assez solide en matière d'évaluation des tendances. Donc, dans le meilleur des scénarios, il se peut que des rapports de pays soient publiés aux alentours de l'année prochaine, par exemple, mais c'est en 2026 seulement que le rapport mondial ou le rapport global sera plutôt publié. Et là, j'aimerais faire un commentaire. Pour moi, c'est l'un des plus gros échecs du PMCED, c'est de ne pas avoir généré de données ni d'informations pendant 10 ans. Et le PMCED s'est embarqué effectivement dans ce processus d'examen très long. Et bien voilà le résultat. 10 ans sans données, sans données mondiales sur l'efficacité du développement. Exemple officiel que vous voyez là à l'écran de la manière dont les résultats émanant des cycles précédents de suivi ont été utilisés. On voit que 45 pays ont utilisé les données dans leur plan de développement, leur programmation donc de développement. 55 rapports internationaux ont cité des éléments de preuve provenant de l'étude 2018, plus de 20 réunions multipartites. Ce sont des chiffres officiels. Je n'ai aucune raison de mettre en doute la précision des chiffres, mais ce serait quand même bien peut-être de vérifier tout cela à la lumière de la réalité. Bon, 20 réunions multipartites, très bien, mais ça veut dire quoi? J'ai peut-être un œil un peu critique, je suis peut-être même un peu cynique, mais c'est loin d'être suffisant. Et ce n'est pas de cela dont on a besoin non plus dans ce quatrième, pour que ce quatrième cycle de suivi soit vraiment un cycle tout à fait correct. Souvenons-nous également qu'en tant que SOSC, lorsque nous avons préparé les discussions sur le changement du cycle de suivi, je me souviens que dans l'enquête préliminaire produite par l'équipe conjointe du PMCED portait sur, d'après vous, que faut-il changer, quelles sont les données, la qualité des données, suffisante, pas suffisante. Et à l'époque, nous disions déjà que les problèmes ne se posaient pas par rapport au recueil de données, mais par rapport au fait que les données, les informations recueillies soient utilisées, qu'elles puissent vraiment servir de source d'information au niveau national. Et donc à l'époque, nous avons mis sur la table plusieurs suggestions, disant notamment que les pays devaient être informés tout à fait correctement sur le processus de financement du cycle de suivi. Et donc, nous avons également émis la suggestion d'organiser un dialogue systématique, de le systémiser dans le pays par rapport aux résultats produits. Ce fut officiellement validé et on verra un peu plus tard que maintenant nous avons ce qu'on appelle les briefings des pays, des dialogues d'action. Donc, oui, d'une certaine manière, les OSC ont introduit un processus de réflexion, notamment dans le cadre général de l'élaboration des décisions.
J'en viens alors à un visuel tout à fait sympathique concernant le processus de suivi au niveau national. Inception, plutôt introduction, recueil de données, examen des données, soumission finale, diffusion des résultats et passage à l'action, réflexion, dialogue, action. On voit bien ici que oui, ça fait du 12 mois. Oui, c'est du 12 mois, exactement, plus l'étape de la réflexion, du dialogue et de l'action. Pour vous dire que moi j'aime bien en fait cette diapositive parce que j'aime la mécanique en fait derrière ce processus. Je m'explique. Vous avez un coordinateur national, donc un point de contact national, quelqu'un qui provient des autorités du gouvernement. On sait que ce sont les gouvernements qui sont chefs de file dans ce processus-là. Et peut-être que si vous voulez lire quelque chose d'intéressant, un document PMCED qui donne des informations sur ce que la PMCED attend des OSC. Il y est dit aussi qu'il s'agit d'un processus orienté par les gouvernements. Donc, premier défi pour nous, puisqu'ici on parle de pays qui connaissent des situations compliquées, des situations politiques notamment. Et si vous traitez avec un gouvernement qui n'engage pas ou qui ne travaille pas avec la société civile ou peu, la consultation des différentes parties prenantes sera complétée et le cycle de suivi encore plus. Donc soyons très clairs, il n'y a aucune garantie d'inclure et d'intégrer les OSC. Les gouvernements sont encouragés à impliquer les organisations de la société civile, mais à leur discrétion. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les documents de la plateforme, du partenariat, pardon, il y est dit très clairement que les OSC locales peuvent demander un accompagnement à la plateforme mondiale des OSC. Et c'est intéressant de voir que le rôle du POED est intégré justement là. Et c'est Matt qui disait précédemment que dans l'équipe conjointe de soutien, on retrouve une cartographie des points focaux nationaux. Quand on est à l'étape, je dirais, d'introduction, on est là à l'étape des réunions nationales, de la l'attente du moins. Ensuite, vous commencez à recueillir les données, les informations en différentes sections. Et dès qu'un point focal ou un point de contact national est mis en place, outre le point de contact national, vous avez également des points focaux pour les différentes constituants, dont les OSC. Et au PMCED, on utilise une formulation tout à fait éclairante, tout à fait intéressante, disant que les points de contact nationaux sont censés consulter dans les processus de consultation dans les pays pour identifier les différents points focaux, dont ceux de la société civile. Donc la première chose à faire, premier test grandeur nature, c'est de voir si oui ou non vous faites partie, si dans votre pays vous faites partie de ce réseau d'OSC avec lequel travaillent vos gouvernements. Et si ce n'est pas le cas, vous devez trouver une autre option. Mais s'il y a une plateforme d'OSC qui bénéficie d'une relation établie avec les autorités, alors peut-être faut-il que vous preniez contact avec cette plateforme pour essayer de mieux comprendre le débat ou bien faire partie du comité de soutien conjoint du POED pour justement y rentrer par une autre porte en fait.
Voilà donc pour l'évaluation de l'environnement favorable des OSC, qui est l'une des sections du plus grand questionnaire, du grand questionnaire, où les OSC doivent-elles donner des informations. Mais les OSC ne doivent pas donner des informations sur l'ensemble des questions que l'on retrouve dans le questionnaire, et j'y reviendrai plus tard, mais les organisations participent à l'étape du recueil de données dans l'un des domaines de ce rapport d'évaluation ou de suivi. On sait que les gouvernements dans les pays ont une grosse marge de manœuvre pour adapter les choses. Alors peut-être que les choses vont s'améliorer. La société civile sera-t-elle amenée à donner une information sur tel ou tel élément du questionnaire? Mais n'oublions pas, les OSC ou n'importe quelle autre partie prenante ne va jamais rentrer ou soumettre des données directement dans le processus global. Parce que ces données, ces informations vont devoir d'abord passer par le point focal du gouvernement et à nouveau, le fait que ce processus, c'est lié au fait que ce processus doit être orienté ou dirigé par les autorités, par le gouvernement. Alors, dans ce processus-là aussi, toutes les OSC sont censées se rassembler pour pouvoir étudier les résultats généraux. C'est l'étape où les OSC, là, ont la possibilité de discuter des résultats. Des autres dimensions également du processus de suivi. Les partenaires donateurs suivent le même processus. Et on arrive là à la fin de la section. Voilà un visuel des pays qui se sont engagés par rapport au cycle de suivi. Je suis sûre que vous y retrouvez votre pays, l'Honduras notamment, d'autres pays, Samoa. Oui, 2020, en 2023, là, ouf, on voit, grosse année, là, parce que eux ont bénéficié d'une formation il y a quelques semaines, et donc 2023, c'est le début du processus de suivi. Ça veut dire qu'il y a également des étapes différentes avec les briefings nationaux qui seront publiés, notamment en 2024. Alors, j'en viens à ce que je disais précédemment, avec la liste des différentes étapes, si vous voulez, les différentes étapes qui doivent être franchies par les OSC pour être impliqués dans le processus, la phase de démarrage, de collecte de données, d'examen, de soumission des données, résultat, passage à l'action. Alors, tout ceci, évidemment, aussi évaluation des principes de Kampala sur l'efficacité du développement. Alors, voici une liste de questions fréquemment posées par les OSC. J'attire votre attention à nouveau sur la participation des OSC qui n'est pas limitée à un point focal. Mais les OSC doivent passer par le point focal national pour pouvoir soumettre les données et suivre le processus, je dirais. Alors, il n'y a aucune garantie que tout se passe sans aucun problème, raison pour laquelle il est important de maintenir un réseau d'organisations de la société civile qui peuvent alerter, notamment l'équipe de soutien. Il faut qu'il y ait un réseau solide qui puisse s'engager si à un certain moment quelque chose ne fonctionne pas bien. Je m'arrête là.